que c'est un débat citoyen. Et là, j'en arrive à mon dernier exemple de nuisance, que je vais vouloir arriver au croisement fécond. Au cours des ans, je me suis rendu compte qu'il y a un milieu qui s'auto-reproduit. Il y a peut-être les femmes, on dit souvent que les femmes ont un rôle dans la reproduction des forces productrices de la société. C'est une façon d'annoncer les choses, mais il y a beaucoup de reproduction entre les économistes et l'élite économique et politique, par le biais de qui étudie où avec qui et comment on retrouve sa place après ça, dans un ministère des Finances, par exemple, où ce sont les étudiants de tel professeur et de tel professeur qui sont amenés à conseiller le prince. Alors, je pense qu'il faut s'occuper de ça aussi. L'enseignement de l'économie n'est pas neutre, et ce n'est pas qu'un enseignement de certains savoirs, c'est aussi une contribution au rapport de pouvoir dans la société. Et je pense que ça doit être regardé. Des exemples de croisement fécond. Je vais vous en donner quelques-uns. À plusieurs reprises, j'ai trouvé très intéressant de collaborer avec des économistes, y compris ce qu'on appelle aujourd'hui des néoclassiques. Par exemple, à un moment donné, en 1998, où on devait dialoguer avec le ministre des Finances et des fonctionnaires qui font le budget du Québec, c'est un économiste qui est venu avec le groupe avec qui j'étais, 10 personnes en situation de pauvreté, pour nous initier aux notions de l'économie. Le fait qu'il nous explique c'était quoi l'offre, la demande, le produit intérieur brut, ça amenait les gens à se questionner. Quand tu vis la pauvreté, tu es dans les marges de cette théorie-là, puis tu en aperçois parfois les défauts. C'est comme ça que les gens ont vu qu'ils n'étaient pas dans la conception du produit intérieur brut par le revenu, avec le revenu d'aide sociale. C'est juste considéré dans la construction du PIB par les dépenses. Les gens ont trouvé ça brutal, puis ont dit on devrait inventer le produit intérieur doux. Et puis, ils ont dit, le produit intérieur doux, ça serait à chaque fois qu'on produit de la richesse sans que ça passe par l'argent. Alors, dans cet exemple-là, moi, ce qui m'a frappé, c'est qu'il fallait qu'il y ait un économiste qui nous l'explique comment on le pensait pour qu'on puisse le penser autrement. Alors ça, c'est ce que j'appelle un exemple fécond. Et ces économistes-là ont servi aussi comment je dirais, à un moment donné, on s'est pratiqué avec eux autres pour aller parler au ministre. Alors, ils ont fait un jeu de rôle, puis ils se sont comportés comme se comporterait le ministre, ce qui nous a permis de nous adhérer. Ça, c'est un exemple. Un autre exemple, j'ai remarqué que assez souvent, avant que des concepts importants arrivent, on avait jasé avec un économiste avant. Par exemple, on avait parlé d'échelle sociale avant d'arriver à l'image des escaliers roulants. Alors, je ne vais pas dans le détail de cette image-là parce que le temps passe, mais je crois qu'il faut qu'il y ait ces échanges-là. Tout récemment, invitation dans un cours de microéconomie à l'Université Laval, où on parle de différentes choses, et puis là, on se rend compte qu'on a pensé des choses similaires. Alors, notre professeur d'économie nous explique qu'il y a une théorie en économie en ce moment qui dit qu'il faut qu'on ait une bande passante si on veut prendre les bonnes décisions. Il faut qu'on ait assez de temps ou assez d'argent pour prendre les bonnes décisions. Bien, c'est des choses qu'on avait vues, nous autres, avec l'idée d'avoir un coussin, par exemple. Si tu as un coussin, tu as des bonnes chances de prendre des bonnes décisions, alors que si tu n'as pas d'argent à la fin du mois, ton manque de liquidité, il occupe tout ton esprit. Bien, une approche comme ça conduirait plutôt à favoriser que les gens aient le revenu qu'il faut pour vivre. Mais voyez-vous, où est-ce que c'est que ça va se propager? Ça, c'était mon troisième point. Mon quatrième point, je pense que je vais être bonne dans le temps. Il y a quelques années, j'ai eu l'occasion, avec un collègue d'Erasme, de regarder, ça serait quoi des recherches au goût de 4 types d'acteurs en matière de lutte contre la pauvreté, l'exclusion et les inégalités. Donc, les acteurs, c'était des personnes en situation de pauvreté, des intervenants dans les groupes, des fonctionnaires et des chercheurs. Et je suis allée voir en me préparant, là ça touche à la recherche en général, si ça pourrait s'appliquer à l'enseignement de l'économie. Je vous soumets ce qu'on a trouvé, puis vous verrez si vous trouvez ça utile par rapport au thème d'aujourd'hui. On a trouvé que ça ferait l'affaire des 4 groupes de dépasser les statistiques et de conjuguer les aspects quantitatifs et qualitatifs dans une diversité d'approches qui font voir l'humain derrière les chiffres. On a trouvé qu'il fallait à la fois mieux connaître la réalité concrète de la pauvreté, les perspectives des personnes qui la vivent et la côtoient de près, et
déplacer le projecteur, qui est souvent orienté vers le comportement des personnes dites pauvres et de leurs déterminants proches, pour apercevoir les mécanismes structurels et systémiques, les comportements d'autres catégories d'acteurs qui causent la pauvreté, les inégalités et l'exclusion. On a trouvé que ça valait la peine d'introduire des procédés participatifs qui associent d'autres groupes d'acteurs, dont des personnes en situation de pauvreté, aux travaux de recherche. Ça valait la peine d'apprendre des bonnes pratiques, puis des pays qui réussissent mieux à avancer vers des sociétés sans pauvreté, plutôt que d'investir beaucoup pour paraître les meilleurs vis-à-vis du reste du Canada, pour donner un exemple. L'importance d'insister sur la rigueur, ce qui suppose de prendre conscience des présupposés idéologiques des recherches puis de les exposer. Le dire d'où on arrive, c'est quoi notre école? Protéger l'indépendance des chercheurs, miser sur l'originalité puis l'accessibilité des recherches qui sont entreprises ainsi que sur leur diffusion. Je pense que ça peut s'appliquer à l'enseignement de l'économie. J'en ajouterai 2, 3 autres. Savoir mettre en question les impensés derrière les présupposés des théories économiques. Par exemple, la notion de bien-être. C'est quoi qu'on met dans la notion de bien-être? Par exemple, c'est quoi qu'on met dans la notion de productivité? J'ai appris un jour que la productivité, c'était le PIB par heure travaillée. Ben, c'est pas tout à fait ce que bien des gens penseraient que ça veut dire être productif. Alors, à partir du moment où cette définition-là, on la fait fonctionner, on a des résultats qui vont avec la définition. On peut-tu définir autrement les termes? Savoir se situer comme citoyen avec ses intérêts devant les injonctions de la science économique, puis avoir des repères de conflit d'intérêts dans les conseils donnés à l'État. Un exemple, on a beaucoup parlé de déficit zéro depuis 15 ans. Ça aboutit à la concentration de la richesse vers le 5e le plus riche et le 1% le plus riche. Quel était le vrai agenda derrière le discours sur le déficit zéro et la manière dont il a été soutenu par des économistes? Avoir suivi des cours de psychologie, différents de ceux des cours de comportement qui viennent avec l'économie. Il y a une bonne partie des comportements qui se passent dans la société qui ne répondent pas aux règles de la science économique. Notamment, la raison qui font que des gens s'impliquent dans des groupes communautaires très peu payés. Je ne comprends pas la logique économique classique dans le fait de ne pas avoir de régime de retraite et puis de passer une partie de sa vie avec des bas salaires. Il doit y avoir une autre raison qui vaut la peine aussi, qui s'appelle le sens de la vie. Et savoir apprendre des personnes qui vivent aux marges du système, reconnaître le rapport quand il y en a un sans se l'approprier, puis savoir transformer sa science en conséquence. Je rejoins dans mon dernier point ce que d'autres ont dit. Je crois qu'on est rendu à reconsidérer ce qui fait richesse pour nous, ce que veut dire le bien-être pour nous, ce que sont les communs au sens de commons en anglais, et ce que veut dire le bien-vivre. Et peut-être d'apprendre d'une pensée autochtone qui veut qu'on appartienne à la Terre plutôt que la Terre nous appartienne. Alors, il y a peut-être des choses comme ça qui pourraient devenir une révolution, un paradigme nouveau, mais qui va prendre peu à peu sa place parce qu'on a besoin de ça pour avancer comme humanité. Je vous remercie.